Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. On parle beaucoup en ce moment d'autorité, d'internat, de punition. C'est le thème abordé dans l'émission d'aujourd'hui avec deux chercheuses qui nous aident à prendre de la profondeur historique sur ces enjeux, à partir du livre collectif qu'elles ont dirigé, Routine punitive. Vous retrouvez l'émission et tous les autres épisodes sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur le site paroledhistoire.fr, où se trouve également la boutique en ligne qui permet de soutenir le podcast et son hébergement internet. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Elsa Génard et Mathilde Rossigneux-Méheux. Bonjour. 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 Alors Elsa Génard, vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous avez fait une thèse sur les relations de pouvoir en prison, vous finissez en ce moment un post-doctorat aux États-Unis, et vous êtes avec Mathilde Rossigneux-Méheux, donc la co-autrice, co-directrice plutôt du livre dont on va parler aujourd'hui, Routine punitive, les sanctions du quotidien, 19e, 20e siècle. Mathilde Rossigneux-Méheux, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble à ce micro de votre livre Vieillesse irrégulière, et je rappelle donc que vous êtes maîtresse de conférence à Lyon 2, membre de l'IUF, vous travaillez sur notamment la vieillesse des classes populaires. Vous avez vos noms sur la couverture de ce livre, mais ce livre m'a beaucoup frappé, Routine punitive, parce que j'ai rarement vu un livre aussi collectif. Et pourtant, j'en vois beaucoup passer, j'en ai participé à des livres collectifs. Généralement, c'est des textes mis bout à bout à la suite d'un colloque, d'une journée d'études. Là, il y a une dimension collective dans l'écriture, dans la conception, dans l'objet même, qui est vraiment très très intéressante. Ça rend presque envie. On se dit, on aimerait bien participer à un projet comme ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose avec des chapitres écrits à 4 mains, à 8 mains, avec des formes différentes, avec des chapitres très brefs autour d'une image, des chapitres au contraire beaucoup plus longs, plus problématisés. Donc c'est un objet très original. Et du coup, je voulais vous demander tout simplement comment il est né, Elsa Génard. Il est d'abord né d'une discussion entre Mathilde et moi. C'était une discussion autour de sources. Mathilde venait de trouver des sources sur les punitions d'un établissement dont elle parlera sans doute, Villers-Cotterêts. Et pour ma part, j'étais en plein dépouillement de liste de punitions de prisonniers. Et de cette discussion a émergé l'envie d'un projet collectif, et vous avez raison d'insister d'emblée sur la dimension collective de ce livre, sur cette histoire des punitions, parce qu'on a été frappés à la fois par la similitude de nos sources, l'ampleur de ce phénomène punitif dans des institutions très différentes. Et on s'est dit que là, il y avait une occasion, sans doute, de revenir à un objet qui peut paraître ancien dans l'historiographie, la question des disciplines, la question des sanctions, des punitions, et de s'atteler à un chantier délibérément comparatif et collectif. Alors Mathilde Rossigneux-Méheux, du coup, on avait la prison, on avait l'hospice, mais ça ne se limite pas à ça. Du coup, qui d'autre et quoi d'autre vient s'ajouter à ce regard comparatif sur les institutions disciplinaires et les punitions ? Alors, ce livre, il s'ancre dans un projet collectif, mais aussi dans un moment historiographique particulier où il y a beaucoup de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui faisaient ou terminaient leur thèse sur des institutions qui avaient repris la question de l'histoire des asiles, comme Anatole Lebras, Marie Derrien, Fanny Le Bonhomme, Paul Marquis, donc toute une jeune génération sur les asiles. Il y avait Mathieu Marly qui avait fini sa thèse sur les casernes. Il y avait il y avait Pierre Porcher-Ancel qui faisait sa thèse sur les lycées. Donc, voilà, il y avait Anne Jussaume sur les congrégations religieuses. Il y avait plein d'historiens et d'historiennes qui étaient soit en train de terminer leur thèse, soit en train de la faire sur des institutions disciplinaires. Et on avait quasiment le continuum décrit par Foucault pour essayer de réfléchir à cette question des disciplines. Et après, on est allé chercher aussi des historiens du travail. Et par exemple, il y a l'historienne Fanny Gallo qui écrit un petit texte sur les brimades dans le livre à l'usine pour essayer justement de tester la question centrale qu'on s'est posée, à savoir est-ce que, comme le dit Foucault, ce qui rassemble ces différentes institutions, c'est leur capacité à punir au quotidien, à dispenser des petites punitions, ce qu'il appelle des micro-pénalités dans les murs de ces institutions. Si je peux rajouter un élément qui va dans ce sens-là, on a rassemblé du coup toute une génération d'historiens du social, parce que je pense qu'on a tous un ancrage très fort dans l'histoire sociale, et on a aussi en fait inventé un dispositif très progressif de travail avec
3 colloques, en fait, où le même groupe de personnes est intervenu à chaque fois. Et en fait, ça a été important parce que déjà, pour le dire, ça nous a pris du temps. Et ce livre, il résulte d'un long processus de recherche. Il nous a fallu en tout 7 à 8 ans. Slow science. Voilà, exactement, slow science. Surtout quand c'est collectif et que ça suppose un engagement fort en fait de beaucoup de personnes, donc il faut donner ce cadre-là. Et c'était très important de travailler ensemble à plusieurs reprises, de se voir déjà pour se connaître, parce qu'on n'écrit pas comme ça sans forcément se connaître. C'est très difficile d'écrire à plusieurs. Et enfin, c'est passionnant, mais ça a des contraintes. Et aussi, ça nous a permis de nous familiariser aux institutions des autres, parce qu'on sait que la thèse, c'est un moment d'immersion très fort dans une institution. On devient très spécialiste de ces archives, on peut en parler pendant des heures, mais en fait là il y avait un enjeu qui était de réussir à se décentrer et à dialoguer, et en fait il fallait gagner en familiarité avec les autres institutions. Et ce cadre très lent, qui ensuite s'est poursuivi dans l'écriture, je crois que c'est ça qui a fait la matrice en fait, et qui a rendu la forme du livre possible. Et pour donner un exemple du temps qu'il a fallu, c'est que la première fois qu'on s'est tous retrouvés, on s'est interdit de parler des punitions, des punis. On s'est concentré sur le matériau documentaire. Et donc, on s'est vu pendant 2 jours pour essayer de faire une ethnographie de nos massifs documentaires et de savoir ce que ça rendait possible après de travailler comme question. Donc, à chaque colloque, on n'avait pas prédéfini une marche à suivre, on définissait l'objet d'après. Et d'ailleurs, le livre, il n'était pas prévu initialement, il est né du dernier colloque, et ensemble, on a réfléchi à ce qu'on avait envie de faire, avec qui on avait envie de travailler, et on a fait le plan du livre tous et toutes ensemble. Alors, quelque chose d'assez vertigineux, c'est presque une mise en abîme de votre objet, puisque des gens enfermés dans leur institution, à la façon dont les gens qui étudient sont enfermés dans leur institution, en sortent, tel le conscrit au bout de ses années de service, et du coup rencontrent d'autres réalités qui lui permettent de mettre en perspective ce qu'il connaît, et du coup de mieux le comprendre. Donc la dimension comparative, on va peut-être revenir dessus, parce que c'est quelque chose que vous travaillez vraiment et que vous questionnez, c'est-à-dire à quoi sert la comparaison. Elle sert à pointer des différences, elle sert à désingulariser, elle sert en même temps à comprendre mieux les spécificités de chaque objet, puisque précisément les autres ne sont pas identiques. Et puis c'est une comparaison qui se veut aussi géographique, notamment avec la question coloniale qui est prise en charge, alors pas de manière centrale, mais malgré tout vous avez choisi de l'aborder parce que c'était probablement pas pensable de faire l'impasse sur la dimension coloniale pour un livre d'histoire de la France contemporaine, et d'ailleurs pas seulement de la France. Donc voilà, comment vous avez travaillé cet outil de la comparaison, Mathilde Rossi-Méheux? Je pense qu'il y a plein de façons de le travailler. Il y a d'abord eu justement ce travail sur la documentation et sur les sources pour surtout ne pas être dans la surinterprétation et essayer de voir là où on pouvait notamment quantifier. On est plusieurs à être attentifs et attentives à la question de la quantification, et du coup il y avait l'envie de ne pas mélanger les torchons et les serviettes dans ce qu'on était en droit de comparer. C'est-à-dire de ne pas prendre des choses qui soient trop éloignées du point de vue des séries statistiques, du point de vue des rythmes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de ne pas mélanger? Il y a l'idée de ne pas s'arrêter sur le beau cas ou le cas qui fait scandale. Dans l'intérêt pour la micropénalité, il y a quand même l'idée de la banalité de la routine, c'est le titre du livre, et avant tout, on avait envie d'essayer de réfléchir à si ces routines, qui était un terme qu'on employait tous et toutes, ou le terme même de discipline, dans quelle mesure on pouvait l'appliquer. Et ça, c'était pas possible si on réfléchissait pas au nombre de punitions, au nombre de punis, à leur rythme, etc. Elsa Génard. Et oui, je pense que on a été d'autant plus attentifs à ça que certains dans le groupe, certains et certaines, notamment spécialistes d'institutions par exemple de soins ou de psychiatrie, nous ont tout de suite dit « mais nous, compter, ça va être un vrai problème » parce que c'est un phénomène, le phénomène punitif, il est très difficile à cerner. Donc en fait, on a aussi fait attention aux méthodologies qui seraient possibles sur cet objet. On était certains et certaines qu'elles seraient multiples, mais qu'on ne pourrait pas forcément appliquer, par exemple, une quantification serrée sur les punitions partout. Et en fait, en prenant en considération la visibilité ou l'invisibilité de ce phénomène à partir de nos sources, là, très concrètement, c'était vraiment, on revenait à chaque fois au type de sources qu'on avait, des registres ou pas, des dossiers individuels ou pas, des images. Et on a
aussi construit la comparaison comme ça, en essayant de comprendre aussi quelles étaient les affinités méthodologiques possibles et comment on allait dialoguer. Voilà, avec Mathilde, bon, ça a été facile de compter, par exemple, dans le cas de la prison et de la maison de retraite, parce qu'on avait les sources pour le faire. Mais on n'a pas pu écrire un article sur compter les punitions avec un spécialiste de l'asile, par exemple. Et de la même façon, Anne Jussaume et Marie Desriens, dans un article sur la manière dont on qualifie, ou plutôt dont on ne qualifie pas, parce que c'est tabou, les punitions dans les congrégations religieuses et les hôpitaux psychiatriques, réfléchissent à ce qu'on fait de ce silence-là et la manière dont on transforme cette absence de discours en une information, et comment est-ce qu'on va chercher les pratiques punitives là où elles ne sont pas énoncées comme telles. Donc ça, c'est une première façon qu'on a eu de comparer, c'était d'être attentif aux matériaux et aux méthodes qu'on pourrait mettre en place pour comparer. Il y a une comparaison, ceci dit, qui est pas comment dire, échevelée. On aurait pu imaginer qu'il y aurait le goulag, ou qu'il y aurait les camps nazis, ou qu'il y aurait voilà, d'autres phénomènes, peut-être du très contemporain, etc. Vous êtes aussi posé des limites. Alors, bon, j'imagine que c'est comme toujours des limites aussi en termes de possibilités matérielles, de gens qu'on connaît qui travaillent sur des sujets, mais est-ce que ça a un sens pour vous, peut-être de dire, dans un premier temps, voilà, il y a des comparaisons peut-être qui seraient trop extrêmes ou trop compliquées à mettre en œuvre? Je pense qu'il y a deux réponses possibles. D'abord, on a été contraint par le réseau de chercheurs et de chercheuses qu'on connaissait. Et encore, ce projet nous a permis de l'élargir. Et deuxièmement, il y avait déjà une forme d'innovation pour nous, à savoir que, par exemple, travailler ensemble la question punitive avec des spécialistes de régime autoritaire et de régime démocratique, c'était déjà, pour le coup, un premier pas. Et je pense quelque chose d'assez nouveau. Et oui, dans le livre, il y a la RDA et le régime de Franco. Exactement. Et par ailleurs, je pense que ce livre, moi je le conçois comme ça, c'est un peu une première étape, si d'autres veulent s'en emparer ensuite, pour élargir la comparaison. Et je pense que, vous avez mentionné tout à l'heure l'espace colonial, je pense que c'est une petite ouverture dans ce livre, mais c'est loin de dire vraiment tout ce qu'il faudrait dire sur les punitions dans cet espace. Et pareil, je pense que les espaces concentrationnaires, les espaces de travail forcé auraient toute leur place dans une étude sur le punitif. Donc voilà, c'est une première proposition qui n'épuisera sans doute pas le sujet de sitôt. Je crois que pour rebondir sur l'idée c'est pas tout à fait qu'on était tributaire d'un réseau, c'est aussi qu'on était tributaire de gens qui étaient prêts à investir beaucoup de temps dans de nouvelles recherches. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui étaient en thèse, il y a eu des inflexions fortes vers ces questions-là, parce que ça supposait des dépouillements énormes dans une direction somme toute assez restreinte. Et pour les gens qui avaient déjà travaillé sur des institutions, ça supposait pas de reprendre ce qu'ils avaient déjà fait, il fallait tout reprendre, puisque on construisait les questions ensemble et elles préexistaient pas. Donc même s'il y avait déjà des travaux sur les camps, le goulag, il a fallu rencontrer des gens comme par exemple Fanny Le Bonhomme, qui avait fini sa thèse sur la psychiatrie en RDA, qui a repris tout son matériau de thèse pour le modeler avec les questions qu'on se posait collectivement. Alors, si on reste un instant sur ce moment historiographique qui a vu effectivement plein de gens s'emparer de ces questions et les travailler dans le cadre de certaines institutions, il y a une présence forte, on y reviendra sans doute, historiographique, conceptuelle, qui est celle de Michel Foucault, on pourra y revenir. Il y a une présence en filigrane, vous le mentionnez dans les remerciements, c'est Dominique Khalifa. Peut-être qu'on peut évoquer à quel point il a aussi été important. Il est notamment l'auteur de Biribi sur l'histoire des bagnes. À quel point il a été important pour orienter, pour donner envie d'aller vers un certain type de questionnement. Oui, je pense que c'est très bien que vous mentionniez son nom. On lui a dédié cet ouvrage. Dominique Khalifa a été notre directeur de thèse à toutes les deux. C'est dans ce cadre aussi institutionnel qu'on s'est rencontrés. Et le Centre d'histoire du 19e a été vraiment un lieu très important, à la fois pour nous, pour notre trajectoire, mais aussi pour ce livre. Et Dominique Khalifa a tout de suite soutenu ce projet quand on lui a présenté. Et il l'a rendu possible aussi, voilà, d'un point de vue matériel, financier. On ne demandait pas énormément, mais en fait, il fallait quand même un soutien. Et aussi un soutien intellectuel. Parce que s'engager dans ce projet très collectif, ça pouvait être un petit peu vertigineux au début. Et il nous a poussés. Et bien sûr, lui, il est en plus l'auteur de Biribi, vous l'avez dit, et puis il était le spécialiste des bas-fonds et des marges de la société. Et là où on a été, je pense, très rassurés, c'est que on pouvait
avoir la crainte que c'était finalement un objet assez vieux ou qu'on n'avait pas forcément grand-chose à dire. Et lui nous a dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc en fait, il nous a aussi poussé tout en respectant la méthodologie qu'on adoptait. Les cadres qu'on se donnait, les concepts qu'on allait adopter, mais il a été un parrain et un protecteur de ce projet. Je pense que là, ce qui est intéressant dans le rapport entre ce travail et le sien, c'est que lui, par exemple pour Biribi, il part de l'imaginaire et notamment de l'oubli, de la manière dont ça a été un lieu central dans l'imaginaire de la société des années 30 notamment, et nous, on a plutôt mis à distance les représentations et les discours sur la punition pour s'emparer des pratiques. Un article sur le comique Troupier. Sur le comique Troupier, tu finiras sur l'échafaud, sur les représentations. Finalement, on a aussi travaillé, Amélie Nuc, Irène Jiménez et Fanny Le Bonhomme ont travaillé sur la mémoire et la mise en discours des punitions dans les régimes autoritaires. Donc, finalement, cette histoire des discours, qui est, je pense, pas celle qu'on pratique principalement, Elsa et moi, dans nos recherches respectives, c'est une histoire qui nous a paru importante à tenir. Il y a toute une partie sur les scandales, et c'est évident que la manière dont on a articulé les discours aux pratiques à rebours de la démarche que lui, il adoptait souvent, c'est quelque chose aussi qu'on lui doit, quoi. Oui, mais je pense que c'est important de rappeler que si l'empreinte de Dominique Khalifa est si forte, c'est aussi parce que c'est quelqu'un, et c'est pas si courant, qui avait la générosité d'aller vers, et la curiosité intellectuelle d'aller vers des objets et des façons de penser qui n'étaient pas les siennes, mais dont il reconnaissait la valeur. Et effectivement, il faut le dire. Alors, on a évoqué Michel Foucault, la relation entre Michel Foucault, donc Surveiller et punir 1975, un livre évidemment qui imprègne très fortement votre questionnement. C'est une relation qui a été assez tumultueuse. Il y a eu une rencontre en partie manquée dans les années 1980 autour de la rencontre avec Jacques Léonard, Michel Perrault, le volume L'impossible prison. Un des éléments qui ont pu poser problème, au-delà de la façon dont Foucault utilise les sources, etc., c'est aussi le grand mécanisme que décrit Michel Foucault du passage d'un modèle punitif à un autre, avec l'idée qu'on bascule vers une société disciplinaire, et le on ne sait pas toujours qui c'est, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qui agit. Alors est-ce que, en faisant ce travail, ça a été une question que vous vous êtes posée en disant, on observe dans nos différentes institutions qu'il y a des carnets de plus en plus précis, il y a des registres de mieux en mieux tenus, que la discipline est une préoccupation de plus en plus centrale, qui construit les identités professionnelles, qui construit les façons de fonctionner, etc. C'est quoi ce phénomène ? À quoi ça renvoie ? Il y a des formes de standardisation qui sont effectivement à l'œuvre. C'est-à-dire que le premier chapitre, il est justement sur l'élaboration du matériel administratif dont se dotent les différentes institutions, en l'occurrence la caserne, la prison, le lycée et les hospices, pour consigner, enregistrer les punitions. Et on voit clairement, que la prison a un système beaucoup plus élaboré, beaucoup plus précoce qu'à l'hospice, qui a justement bricole jusqu'au bout de la période ces cahiers de punition. Donc il y a une standardisation et un raffinement administratif qui fonctionne assez bien. Il y a par ailleurs dans toutes ces institutions une présence très, très forte de la question punitive qui ne cesse d'être présente. En revanche, la question de son intensité, de sa montée en intensité, je pense que un des résultats du livre, c'est d'avoir montré à quel point il y avait des discontinuités et des à-coups. Et que, par exemple, ça devient l'objet de scandales à certaines périodes, pour les hôpitaux psychiatriques au milieu du 19e, pour les hospices au début du 20e, la prison à la fin de la Seconde Guerre, qu'il y a des chronologies en fait, et que c'est pas ce mouvement, il n'est pas du tout linéaire, ni il ne monte en intensité, ni il descend, c'est juste qu'il se reconfigure. Et en choisissant la notion de routine, on voulait non pas aplanir le temps, mais essayer de montrer que en fait c'est la continuité qui marque l'époque contemporaine. Alors peut-être le général sur ce point, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous écrivez, qui concerne l'isolement individuel, et en particulier en prison, donc c'est votre objet. On voit que là, il y a effectivement ce que dit Mathilde Rossignol, c'est-à-dire une forme d'inertie, il y a une forme qui perdure. Ça fait 120 ans qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bon, qu'il faut pas isoler les prisonniers, que le mitard c'est un scandale, etc. Et ça existe toujours. Et donc là, on voit qu'il y a des discours qui changent, il y a des conceptions de la prison qui changent, et il y a aussi des pratiques qui restent.
Oui, je pense que l'article que vous mentionnez, donc, qui a été écrit avec Marie Derrien, et c'est une comparaison sur les espaces d'isolement dans les mondes carcéraux et psychiatriques, c'est vraiment un article qui interroge précisément la permanence à la fois d'un lieu, mais aussi des tensions autour d'un lieu, comme le mitard pour la prison ou la chambre d'isolement pour l'hôpital psychiatrique. Mais là où je pense que c'est vraiment important en tant qu'historien et historienne, enfin voilà, de marquer notre propos, c'est de dire que on ne peut pas simplement dire ça, c'est constant dans l'histoire. Il y a des changements. Enfin, et on essaye de montrer en fait que dans cet article qu'il y a toute une entreprise de modernisation de ces espaces qui sont considérés comme bien sûr les pires des espaces d'enfermement dans l'enfermement en fait, et que il y a même des projets, enfin d'amélioration. Il y a une rhétorique du progrès qui peut s'employer. Je pense par exemple à une citation très célèbre que Marie Derrien, enfin très célèbre, je ne sais pas d'ailleurs, mais que Marie Derrien utilise dans cet article où elle cite un psychiatre, Jean Hamel, en 1938, qui dit que la chambre d'isolement a remplacé la cellule et l'asile est devenu hôpital psychiatrique. Donc là, on voit bien qu'à travers ce lieu quasi métonymique, c'est vraiment la transformation, la modernisation de l'institution qui se joue. Et donc, en même temps, il y a ce mouvement, et je pense que c'est vraiment un mouvement de fond qu'on essaye de montrer dans ce livre, que ces pratiques punitives, en fait, elles interrogent à chaque fois la modernisation, l'humanisation de ces institutions, pour reprendre un terme plutôt du XXe siècle. Et en même temps, il y a tout un lot de critiques qui accusent ces lieux d'être toujours anachroniques, de renvoyer toujours en fait au passé et d'être des hontes du passé qui subsiste. Et je crois que la question du mitard, aujourd'hui, elle est très présente dans l'actualité. Elle met encore en tension en fait, des régimes temporels. Comment moderniser un espace qui, en fait, est considéré comme archaïque ? C'est un peu la question qu'on pose à travers le phénomène punitif. Je voudrais vous reposer la question de l'évolution temporelle, mais peut-être sur un autre point, pour revenir à Foucault et pour revenir, voilà, on passe pour lui d'un modèle d'ancien régime fondé sur le spectacle du châtiment, du supplice, un modèle moderne qui est celui de la discipline, la routine, l'enfermement, la prison panoptique comme symbole et métonymie là aussi de toutes les formes d'encadrement disciplinaire. Comment vous expliquez ce passage ? Alors, ce n'est pas l'objet de votre livre, mais comment vous le comprenez plutôt à travers vos sources ? Je pense notamment à un des points que vous travaillez, c'est la statistique pénitentiaire, qui est une statistique qui naît en 1856. C'est-à-dire qu'avant 1856, il n'y a pas besoin de produire un tableau qui détaille prison par prison, combien de gens ont été punis, quand, etc. Et à partir de 1856, donc on est sous le Second Empire, on commence à produire ça. Alors est-ce que c'est un effet du régime politique particulier ? Est-ce que c'est un effet d'une période, le 19e siècle, qui se passionne pour la connaissance de la société ? Est-ce que c'est un effet de l'institutionnalisation plus grande, justement, de ces lieux punitifs ? Voilà, autour de ce moment, 1856, si on peut dire, pour vous, qu'est-ce qui se joue autour de ça ? Alors, ce qui se joue, je pense, en tout cas, si on le replace dans le contexte de l'histoire carcérale, c'est d'abord l'expansion d'une administration. Et je crois que la statistique pénitentiaire, elle se comprend dans un contexte de plus forte administration, d'une administration centrale qui gagne en poids. Donc c'est la croissance de l'État, autrement dit. Oui, je pense, et construire ces chiffres, c'est une manière de montrer aussi une administration en plein fonctionnement et une forme de contrôle. Alors bien sûr, ça répond à une volonté de contrôle par les échelons supérieurs, faire remonter des chiffres, mais c'est aussi une forme de représentation de l'administration qui travaille elle-même. Et ça me permet peut-être aussi d'insister sur un point, comment nous on aborde Foucault. Je pense que l'hypothèse de Foucault, ça a été un point de départ important pour nous, mais en fait on a essayé d'ancrer cette histoire vraiment dans une histoire du travail administratif, des agents administratifs. Vous avez parlé tout à l'heure du « on » indéfini. Là, on essaye plutôt de montrer que c'est des agents, donc des agents qui punissent, des agents qui comptent les punitions, que ça fait partie du travail, que ça prend du temps, que ça s'intègre dans des routines de travail, dans des outils de travail, le même registre. Des fiertés professionnelles même. Exactement, et que se joue une partie de la professionnalisation et une partie de l'institutionnalisation de la société à ce moment-là.
Ouais, je pense la toile de fond du livre, c'est l'institutionnalisation des déviances, du soin, des âges et la fabrication d'autant d'administrations chargées de prendre en charge de plus en plus d'hommes et de femmes. Et donc ce travail punitif, il s'inscrit aussi dans la gestion assez inédite de milliers de personnes. Sur la généralisation du système punitif, le fait de comparer précisément les institutions et de mettre en résonance les différentes institutions, ça nous a permis de rendre compte d'échecs, et notamment d'un échec à mettre en commun les informations punitives. Et on a essayé, on était persuadés, à l'aune de nos institutions respectives, qu'il y avait une mémoire des punitions passées. Et en fait, on a essayé de chercher dans les dossiers d'hôpitaux psychiatriques, d'hospices, de prisons, de l'armée, si on trouvait la trace des mémoires écopées à l'école ou dans d'autres institutions. Et en fait, on n'en trouve pas, ou on en trouve très peu, sauf quand on va les chercher. Et par exemple, Nicolas Picard, qui a travaillé sur les dossiers de grâce en prison, montre que c'est vraiment quand il s'agit de documenter un dossier de grâce qu'on va chercher dans d'autres institutions les informations. Marie Derrien, elle montre qu'il y a à l'armée et dans les hôpitaux psychiatriques quelques projets au début, juste avant la Première Guerre, pour essayer de synthétiser des projets qui n'aboutiront pas, les punitions avant le service. Mais globalement, les institutions entre elles communiquent très peu et s'intéressent très peu au passé disciplinaire de ces institutions. Donc là, il y a un échec d'une mise en réseau des données punitives qui tend aussi à montrer que dans ce droit à l'oubli, il y a des possibilités de liberté pour les individus. Je réagis peut-être sur le terme échec. C'est peut-être je m'interroge en fait sur ce terme-là. En fait, l'échec, on pourrait parler en ces termes si on pense qu'il y a en effet un projet omniscient qui serait la disciplinarisation totale, ou panoptique. Et je pense que en fait, que ce livre nuance énormément. Ce sera pour 2027, en fait. Exactement. C'est des projets qui reviennent régulièrement. Mais par contre, quand on regarde les pratiques des acteurs, on est obligé de mettre à distance très rapidement cette idée d'une efficacité administrative qui serait totale. En fait, on voit beaucoup de gens bricoler, y compris dans le domaine punitif. Et c'est aussi peut-être parce qu'on est encore dans une histoire du papier. C'est-à-dire que la fabrication des données dans les différentes institutions, elle est quand même tributaire du déplacement de documents, d'une fabrique de l'information qui est pré-informatique. Je voulais vous interroger sur une contradiction, en tout cas dans l'esprit du lecteur qui ouvre ce livre, entre la routine punitive et puis la dimension de l'arbitraire. Parce que quand on pense à l'armée, il y a parfois des punitions qui arrivent, qui tombent sur le mauvais type au mauvais endroit au mauvais moment. L'adjudant plus salaud qu'un autre, ou de mauvais caractère, ou ce jour-là qui n'avait pas eu son café et qui du coup va infliger 8 jours de cachot pour quelque chose qui serait passé à un autre moment. Alors il y a la routine, mais quand on étudie la routine, comment on comprend le fait que c'est aussi des institutions, par définition, qui sont soustraites pour beaucoup au regard du public, aux pratiques, au droit ordinaire, pas mal de lieux où le droit normal est suspendu. Du coup, l'arbitraire a sa place. Alors comment on peut articuler la routine et l'arbitraire ? Je crois que c'est deux choses qui peuvent complètement aller de pair. Je pense que dans ce livre, la manière dont on a essayé d'aborder l'arbitraire... je dirais d'abord une chose, c'est que on essaye de distinguer dans ce livre ce qui relève du discrétionnaire, donc c'est-à-dire des décisions administratives dont on ne rend compte à personne, dont on n'a pas à se justifier, et le processus punitif relève quasi majoritairement, dans ce siècle, ces 2 siècles-là, du domaine discrétionnaire. Et ensuite, il y a la question de l'arbitraire, c'est-à-dire des punitions qui n'auraient pas lieu d'être, qui n'ont pas de cause, ou qui en fait règlent d'autres problèmes qu'un problème de discipline, problème d'autorité ou des relations interpersonnelles, ou en effet des formes d'abus d'autorité, etc. Et je pense qu'une grande partie du livre essaye de montrer qu'il y a un enjeu très fort discrétionnaire, c'est-à-dire que les directeurs punissent, les officiers punissent, les psychiatres punissent sans avoir de compte à rendre à grand monde. Et défendent leur droit à punir. Et défendent leur monopole à punir. Ça, c'est vraiment un processus commun à ces institutions. La défense du monopole du droit de punir dans les mains des directeurs, en fait. Et
par ailleurs, ce livre, à travers, par exemple, le texte de Mathieu Marly sur le comique troupier, essaye aussi d'aborder ces questions d'arbitraire à travers la question de la dénonciation ou de la mise en dérision. Donc le comique troupier, c'est un genre littéraire qui connaît une certaine apogée à la fin du 19e siècle, qui en fait permet de ridiculiser une partie de la discipline militaire et notamment l'usage des punitions. Et à une époque où la vie de caserne devient en fait un passage obligé pour les jeunes hommes, et que le phénomène punitif, du coup, se généralise aussi dans ces lieux-là, le comique troupier met à distance. Alors, Mathieu Marly se demande si ça permet de mieux supporter, finalement, ou pas, cette discipline. C'est une question ouverte, parce que tout le monde ne lit pas. Donc, la question des ressources sociales aussi, face à ces décisions arbitraires, elle reste ouverte, je pense. Mais voilà, il y a des productions, et notamment médiatiques à cette époque, qui s'emparent de la question et qui la détournent ou qui en jouent. Sur les manières de punir, votre livre montre des choses extrêmement intéressantes et notamment, moi j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais finalement à plus de violence physique. Je m'attendais à plus de coups de règle sur les doigts, plus de baffes, plus de coups portés à des gens. Et en fait, on voit que ce qui marche, ce qui est très efficace visiblement pour beaucoup de lieux que vous étudiez, c'est la privation. C'est de priver les gens, donc les priver d'argent, les retenues sur leur argent, les priver d'alcool, les priver de tabac, les priver de jours de sortie s'ils en avaient. On a affaire le plus souvent à des gens qui sont déjà privés de quelque chose. S'ils sont dans une de ces institutions, ils sont souvent privés de liberté d'une manière ou d'une autre. Et en plus, on va les priver encore. Donc, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui a une grande souplesse. En plus, on peut moduler. On peut priver d'alcool pour un jour, une semaine, un mois, un an. Voilà, il y a plein de modulations possibles. Donc, finalement, c'est un outil très, très, très pratique pour punir. Alors, il y a la question de la privation et il y a aussi la question, enfin, il y a aussi l'opérateur de l'espace, quoi, qui est dans toutes les institutions. Le fait d'isoler à l'intérieur de l'institution, de déplacer à l'intérieur de l'institution, de mettre dans d'autres quartiers. Par exemple, Irène Jiménez, à un moment, elle mentionne dans une prison franquiste comment une femme dissidente pour être punie est envoyée dans un quartier d'hommes. Donc, tous les déplacements par l'espace qui va dans toutes les institutions jusqu'à l'exclusion, donc jusqu'au déplacement plus important, c'est aussi une façon de punir. Et je pense que la force de la privation, on la comprend aussi quand on regarde, et il y a plusieurs moments dans le livre où on y passe un peu de temps, quand on regarde les récompenses qui sont octroyées. Et Paul Marquis, il consacre un focus sur les récompenses à l'hôpital psychiatrique, et il montre justement que les récompenses, c'est avoir plus. Donc l'envers de la privation, c'est avoir plus d'argent. Ça peut être, en plus du pécule, avoir une petite somme, avoir des cigarettes en plus, être admis à la table de l'administration pour avoir un repas plus substantiel. Et que cet avoir plus, il peut avoir même des conséquences importantes, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait pour les aliénés d'avoir plus à manger, ça les a privés, leur a parfois permis d'échapper aux grandes privations dans ces institutions. Donc ça peut avoir des conséquences importantes. Donc c'est surveiller, punir et récompenser finalement qui dessine l'horizon de ces micro-pénalités. Oui, je crois que le couple récompense-sanction, alors c'est pas exactement l'entrée de notre livre, parce qu'on ne donne pas la même place à la récompense qu'à la sanction, mais par contre c'est un couple qui fonctionne ensemble, et Goffman, quand il a travaillé sur les institutions totales, lui il y voit il voit dans les faveurs et les punitions un même modèle en fait de distribution des privilèges ou au contraire de sanctions qui en fait permet de réguler la vie en institution. Donc il faut penser les deux ensemble en effet. Et les penser ensemble à l'échelle même individuelle, c'est-à-dire qu'il y a plein de cas dans le livre de gens qui sont à la fois des punis et des récompensés et qui savent jouer de la pénitence, y compris dans des espaces non confessionnels, pour obtenir le label du bon prisonnier ou du bon interné. Votre livre, c'est une autre de ses grandes qualités, accorde une grande place à l'iconographie.
Alors c'est à la fois des simples vertus documentaires, ça permet d'accrocher l'intérêt, ça permet aussi de faire rentrer dans des institutions dont une caractéristique, c'est justement souvent loin des regards, de montrer des dispositifs, y compris techniques et matériels, des objets comme la camisole ou la cagoule. La couverture est très frappante, on voit ces hommes encagoulés en prison parce que voilà, la cagoule, vous le dites à un moment, est comme un prolongement qu'on porte sur soi de la cellule. Alors, c'est très frappant, ces documents. Si je mets ma casquette un instant de prof, on se dit qu'on aimerait bien avoir un site compagnon où ils seraient tous téléchargeables, on pourrait les retrouver et finalement après s'en servir, faire des cours, etc. Mais est-ce que voilà, c'était dès le départ important pour vous de vous dire, montrer à quoi ressemblent nos archives, montrer à quoi ressemblent les gens dont on parle et les lieux où ils évoluent, ça fait partie du projet? Oui, je crois que ça fait partie du projet aussi parce qu'on voulait que ce livre il soit lisible, qu'il soit lu et que donc vous avez parlé au tout début de la conversation du double format des textes. Donc on a des chapitres collectifs qui abordent une question, une entrée problématique et voilà qui sont assez denses, je pense. Et on voulait pour le lecteur aussi d'autres manières de parcourir l'histoire des punitions. C'est d'ailleurs, on n'est pas obligé de lire ce livre dans l'ordre. On peut aller d'un texte à un autre. Et on s'est dit que donner une place à l'image serait important. Alors, à la fois parce que, voilà, il faut accrocher le lecteur, mais aussi parce que la matérialité des sanctions, c'était une grande partie de notre objet. Et donc, montrer des archives, ça nous a paru tout de suite indispensable. Et montrer aussi les objets de la sanction, les lieux, c'était important parce qu'en fait, on ne voulait pas simplement rester à une histoire très surplombante, on voulait entrer dans ces institutions et en fait montrer que punir, c'est manipuler une camisole. Une camisole, c'est compliqué à mettre, ça prend du temps, il faut des techniques, qu'en fait, il y a des savoir-faire, qu'il y a des objets, qu'il y a aussi une histoire de la matérialité punitive qui sous-tend en fait tout le projet punitif, si on veut dire. Je crois qu'un des enjeux, c'était aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais de pas... de montrer qu'on n'était pas dans la surinterprétation. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune complaisance à décrire la discipline, qu'elle était présente partout, que les mots de punition étaient bien... avant de voir qui a écrit cahier de punition dans une maison de retraite des années 1960, on peut peiner à y croire, ou en tout cas, il y avait une vertu... démonstrative en fait dans le fait d'illustrer et de mettre nos sources en évidence. Même il y a un article qui est un registre ordinaire d'hôpital psychiatrique au Mans, dans lequel il y a écrit camisole, cellule, enfin voilà, tout est, alors même que les règlements interdisent les mentions de punition, on voit concrètement en fait comment les acteurs de ces institutions ont façonné, ce que tu disais, des objets, des lieux, des documents pour pouvoir punir, quoi. Votre attention est focalisée évidemment beaucoup sur les institutions, les gens qui y agissent, mais aussi sur les punis. Et vous montrez qu'il y a des phénomènes d'accumulation, il y a des phénomènes de récidive, construits aussi évidemment par la façon dont l'institution fonctionne. Il y a presque des carrières de punis. Et donc, c'est un livre qui permet aussi de savoir, en partie, notamment avec ces témoignages oraux dont on a un petit peu parlé, ce que ça fait d'être puni. Il y a effectivement différentes façons d'aborder les punis. D'abord, une de nos questions, et notamment dans l'article qu'on a coécrit sur la banalité punitive en prison et dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hospices, c'était de savoir est-ce que tout le monde est puni, quoi. Est-ce que l'expérience de ces institutions, c'est que tout le monde soit puni. Il y avait aussi une autre question, c'était... Alors du coup, dites-le nous. Vous voulez savoir si... Moi, je le sais, mais il faut le dire aux gens qui nous écoutent. Alors, je dirais que c'était là tout l'intérêt de la mesure des punitions. Et pour parler de cet article spécifique, où c'est vraiment un article où on essaie, en fait, c'est une proposition méthodologique pour mesurer des punitions. Donc on compare une prison et une maison de retraite. Dans la prison que j'ai étudiée, il y a 90% des détenus qui sont punis au moins une fois pendant leur séjour. C'est à la maison centrale de Fontevraud dans les années 30. Mathilde, qui étudiait la maison de retraite de Villers-Cotterêts plus tardivement, entre les années 50 et 70, c'était environ un quart des résidents qui connaissaient la sanction au moins une fois. Donc en fait, ça nous permettait aussi de ne pas considérer que tout le monde est puni tout le temps, que tous les espaces se valent, que reprendre ce qu'on disait, l'hypothèse de Foucault, ça ne veut pas dire ensuite se laisser aller à des formes de généralisation trop hâtives. Donc
Mais cela dit, la question de la mesure, elle était plus difficile à cerner dans le cas de Mathilde parce qu'elle n'avait pas forcément le raffinement statistique de la prison à son... Enfin, pour le faire. Et je te laisse... Ouais, l'autre façon qu'on avait de parler des punis, c'était de savoir à partir de quand on est puni. Est-ce que c'est dès en entrant en prison? C'est relativement rapidement après l'entrée. On est plutôt moins puni en temps de guerre. Voilà, c'était aussi replacer dans les trajectoires et dans le temps long de la chronologie les moments de punition. C'était aussi être attentif à certains cas. Et que ce soit l'article d'Anatole Lebras sur les meneurs ou cet article qu'on mentionnait sur l'hospice et la prison, il y a une catégorie de très punis. D'ailleurs, Dominique Khalifa a apporté un éclairage très intéressant sur les caïds d'Abiribi. Et là, on voit bien qu'il y a des populations qui inquiètent plus les surveillants et les directeurs. Alors, Anatole Lebras dit que c'est plutôt des jeunes gens qui inquiètent dans les hôpitaux psychiatriques. C'est plutôt des hommes dans les prisons ou dans les hospices. Voilà, on a pu essayer de dégager un certain nombre de caractéristiques, mais ce qui est sûr, c'est que l'attention dans toutes les institutions se centre en particulier sur quelques groupes et là, ils rentrent dans une relation punitive, c'est-à-dire que c'est des individus qui vivent en permanence sous le regard et ils sont plus punis parce qu'ils sont aussi plus regardés, quoi. Oui, avec toujours cette difficulté à savoir est-ce que des gens sont plus inquiétants et donc plus punis ou plus punis et donc deviennent du coup... Enfin, c'est une co-construction de la catégorisation par l'institution et des pratiques qu'elle exerce. Oui, je crois qu'on a quelques trajectoires biographiques dans le livre. Enfin, on essaye de reconstituer des parcours de punis et on peut montrer en fait qu'il y a des formes en fait d'enfermement dans ce mode relationnel, c'est-à-dire qu'on est puni, ça s'accumule et en fait ce qui se joue sans doute dans cette accumulation qui souvent est aussi une accélération, c'est-à-dire qu'on est puni de plus en plus fréquemment. J'avais essayé de compter le nombre de jours qui séparaient deux punitions et en prison c'était très clair que plus on était puni, plus on était puni rapidement. Enfin, le temps s'accélère. Et en fait, je pense que là l'hypothèse c'est aussi que c'est un mode relationnel qui s'installe et c'est très dur des deux côtés d'en sortir, notamment parce que l'administration joue aussi quelque chose dans ces formes de punition. C'est garder le contrôle, garder la face et ne pas lâcher et aussi ne pas lâcher face aux autres. Parce que je pense que ce qu'on a essayé de montrer en étudiant les punis, c'est qu'ils sont aussi vus par d'autres. Et que ceux qui ne sont pas punis, mais qui assistent parfois à des formes de rituels punitifs, la couverture du livre le montre, c'est les punis traversent la prison pour aller jusqu'au prétoire. Et il y a le défilé, en fait, des gens qui vont se faire punir. Et que ça impacte, en fait, un groupe et un collectif. Donc, il y a les punis, il y a ceux qui ne sont pas punis, mais qui, en fait, vivent aussi sous la menace, ou en tout cas ont conscience que c'est au-dessus de leur tête, potentiellement. Et une dernière façon de parler des punis, c'était de parler de la manière dont on s'en souvient a posteriori et dont on porte les punitions, quoi. Que ce soit par des traces dans le corps ou par des traces écrites. L'article qu'on mentionnait tout à l'heure sur la mémoire des punis dans les régimes autoritaires sont des gens qui, 30-40 ans après avoir été punis dans ces institutions disciplinaires, témoignent de ce qu'ils et elles ont vécu dans ces institutions. Et il y a une mémoire même quasi collective. Pierre Porchet, il passe tout un article sur le lycée-prison et il montre que, alors même que les cachots ont disparu des lycées, alors même que des gens ne l'ont jamais connu, ils continuent de le mentionner, d'en avoir peur. Il raconte comment Pagnol petit redoute avant d'entrer au lycée le cachot qui n'existe plus depuis plusieurs générations, etc. Oui, c'est vraiment important cette question de la mémoire et des cadres collectifs de la mémoire des punitions. Donc le dernier article, dernier chapitre de ce livre, je trouve, est une belle contribution aussi méthodologique pour aborder ces questions. Et alors même que Pierre Porchet a pu travailler sur la mémoire des punitions dans un espace comme le lycée, dans une société qui se démocratise en France, 19e, 20e, le travail de Fanny Le Bonhomme, Irène Jiménez et Amélie Nuc, donc sur la RDA et l'Espagne franquiste, montre que en fait, c'est très difficile dans ces régimes devenus démocratiques après une expérience dictatoriale ou autoritaire, c'est très difficile de parler de ces punitions précisément parce que le cadre collectif de la mémoire n'est pas encore construit. Il n'y a pas forcément d'association, la parole ne s'est pas encore libérée et en fait, c'est cette question de la punition derrière les murs
qui peut être vu comme beaucoup plus banal que la répression politique, des violences extrêmes en fait qui se sont produites dans ces régimes, et c'est difficile en fait de lui donner une place. Et elles ont une analyse très fine de comment, à travers à la fois des témoignages et des entretiens, la question punitive du quotidien ressurgit, mais toujours de manière euphémisée, avec, par exemple, elles ont un très bel exemple sur le changement de pronom. On va plus dire je, mais vous et il, et il y a une forme comme ça de délinéarisation du sujet. On ne sait plus trop qui est puni, ça flotte un peu, et en fait, ça dit quelque chose, je crois, de la difficulté à faire une place mémorielle si la société ne peut pas l'entendre, en fait. Ouais, on pourrait faire la même remarque pour la guerre de 14 avec les fusillés qui écrasent toutes les autres formes de brimades qui pourtant ont concerné évidemment beaucoup plus de monde, mais pas avec cette issue très, très dramatique. Je repense à ce que vous disiez sur Marcel Pagnol, et en repensant aussi à ce moment historiographique dans lequel on est. Il y a eu récemment au PUF un dictionnaire du fouet et de la fessée qui interroge aussi des formes de punition, en partie en tout cas dans le cadre de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une continuité à interroger entre les formes de punition familiale et les formes de punition institutionnelle qui peuvent se renforcer mutuellement? Quand on dit à un petit « tu finiras sur l'échafaud », l'échafaud c'est la justice pénale étatique qui le dresse, mais c'est la famille qui en menace. Et puis lorsqu'on prive un détenu de cigarettes, peut-être que c'est aussi que petit, on l'a privé de chocolat. Enfin voilà, il peut y avoir des formes de circulation comme ça, de pratiques ou de discours punitifs. Alors, il y a évidemment des circulations. C'était pas l'objet du livre, mais on en voit à travers le focus que vous citiez, tu finiras sur l'échafaud, où depuis le milieu du 19e, c'est brandi par les pères de famille, puis mis en récit, puis moqué comme étant la continuité des mauvais comportements des petits-enfants, même anodins. Donc là, on parle des familles. On parle des familles à d'autres moments, notamment quand elles trouvent plus supportable et quand les punitions qui sont infligées, et notamment dans un article sur le lycée, il y a des parents qui estiment à la fin du 19e siècle que vraiment ça ne devrait plus exister, ces régimes carcéraux liés à l'internat, et donc qui font entendre leur voix. Et il n'est pas rare dans les hôpitaux psychiatriques de trouver dans les correspondances avec les familles des plaintes de familles pour essayer de réparer des punitions qui ont été infligées. Et tout ça évidemment dépend du contexte, parce qu'il n'est pas rare parfois de nos jours d'avoir des parents qui disent à des profs qu'il ne faut pas hésiter à taper pour établir l'ordre. Évidemment, ce sont des questions très débattues. On n'a pas le temps de rentrer dans les débats publics qui sont très intenses aujourd'hui autour des questions punitives, mais évidemment votre livre apporte un éclairage historique très très précieux pour mettre à distance l'évidence d'un monde d'avant où l'autorité aurait toujours bien fonctionné. Évidemment, c'est plus complexe. Est-ce que je peux vous demander à l'une et l'autre, pour finir, un conseil de lecture ou d'autres choses d'ailleurs que vous voudriez partager? Alors, si les auditrices et les auditeurs ont le cœur de se plonger dans cette histoire du mitard qui est très sombre et très douloureuse, je conseillerais un récit de mitard de Denis Langlois qui s'appelle Le Cachot de 1967 et qui raconte 45 jours d'expérience dans cet espace disciplinaire de la prison. Une analyse très aiguë de la souffrance, mais aussi des logiques de pouvoir dans cet espace qui est une zone grise de la prison où on n'est plus en fait regardé et où des violences peuvent advenir. Moi, j'aurais un conseil plus classique, le film de Jean Vigo, Zéro de conduite, que je conseille de voir d'ailleurs avec des élèves, pour essayer d'abord de comprendre combien on peut rire et combien ça peut être aussi un espace de débordement, la relation aux surveillants. Et c'est un film qui se passe dans un internat, et c'est l'histoire d'une révolte d'enfants qui va très très loin et qui montre des images scandaleuses pour les années 30. Et voilà, qui est un beau film sur la manière dont on peut retourner la violence punitive contre les institutions. Moi, j'aurais un conseil moins classique, c'est de revoir la scène d'évasion de Sarah Connor de l'asile psychiatrique dans Terminator 2, parce qu'on ne peut plus voir ça de la même manière après avoir lu votre livre sur la façon de punir, y compris dans ce type de lieu. Je rappelle le titre du livre que vous avez dirigé, Elsa Génard, Mathilde Rossignol, Routine punitive, les sanctions du quotidien, 19e-20e siècle, aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions.
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @parolediste et à bientôt pour un prochain épisode.